Bonjour les cyborgs. Vous êtes fatigué quand vous travaillez en ligne, sur Teams ou sur Zoom par exemple? C'est normal et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Good morning, everyone. Good morning. Oh, good morning, Leo. How are you today? How's everyone? Hello, everyone. Générique. Nous avons vu ensemble que le cerveau était plastique et qu'il était donc capable de transformer le schéma corporel, c'est-à-dire la représentation dans le cerveau de notre propre corps, pour l'adapter à une technologie. Pour être utilisée, une technologie doit être simulée par le cerveau, comme si nous obtenions sa copie virtuelle. Mais cette technologie doit pouvoir également être internalisée. Pour mieux comprendre cette internalisation et cette simulation, je prendrai dans cette vidéo l'exemple de la visioconférence. Nombreuses sont les personnes en effet qui ressentent de la fatigue dans les échanges en ligne. Mais alors, pourquoi? Premièrement, parce que le cerveau simule sans cesse ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, mais également ce qu'il ne voit pas et ce qu'il ne perçoit pas. C'est-à-dire qu'il constitue des représentations en l'absence même de la chose simulée. C'est la même chose pour les émotions. To feel an emotion, you need to represent in the brain, in structures that are actually different from the structures which lead to the emotion, what is going on in the organism when you're having the emotion. Lorsqu'une émotion émerge, le cerveau à ce moment-là construit des cartes du corps comparables à celles qui seraient apparues dans le corps s'il avait été réellement modifié par l'émotion. À ce moment-là, il y a donc à la fois l'émotion que nous ressentons et la copie virtuelle de cette émotion dans le cerveau et des conséquences de l'émotion sur notre corps. Cette construction virtuelle de l'émotion, cette copie, peut intervenir avant les changements réels du corps ou même à leur place. Quand par exemple on subit un traumatisme psychique, on peut être sidéré dans ses émotions et donc ne rien ressentir. Pour autant, ces émotions existent, elles ont été enregistrées. Le cerveau a simulé ce que nous aurions dû ressentir dans cette situation si nous n'avions pas été sidérés. Simplement, dans ce traumatisme, notre psychisme en a décidé autrement. Il a décidé de mettre de côté ces émotions, trop intenses pour qu'elles soient supportables. Et donc, le psychisme dissocie ces émotions de nous-mêmes. Mais cela ne veut pas dire que ces émotions n'existent plus. Puisqu'elles ont été simulées, elles réapparaîtront. Par exemple, dans une situation qui nous rappelle la situation traumatique initiale. Vous voyez, le cerveau n'a rien à envier à la réalité virtuelle, puisqu'il dispose déjà de cette capacité de simuler les événements, les situations, les émotions, notre psychisme tout entier. Des arguments expérimentaux sont venus étayer cette hypothèse de la virtualisation. Lorsqu'un individu voit un autre individu bouger ses mains, comme vous me voyez aujourd'hui bouger mes gants, les neurones de régions de son cerveau liées au mouvement s'activent comme si c'était lui-même qui effectuait cette action. Autrement dit, votre cerveau est en train de copier, de simuler les mêmes gestes que moi, comme si c'était vous qui faisiez l'action à ma place. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui réagissent à la fois à nos propres mouvements et à la vision des mouvements chez autrui. Les neurones qui s'allumaient lorsque le singe faisait le geste s'allumaient aussi lorsque le singe observait quelqu'un faire le geste. Un neurone, deux fonctions. Autrement dit, le cerveau est capable de simuler des émotions et des états du corps comme si ceux-ci se produisaient vraiment. Et ces états du corps peuvent concerner les états du corps de notre propre personne comme les états du corps d'une autre personne. Et bien sur Zoom, ou en visioconférence plus largement, nous avons affaire à une semblable simulation.
En effet, quel est notre référentiel lorsque nous nous trouvons en relation avec une autre personne? La relation physique, qui nous permet de percevoir les états du corps de cette personne et d'adapter en conséquence notre comportement. Qu'est-ce que notre cerveau doit alors simuler dans les échanges en ligne? Eh bien, cette même relation physique, mais en son absence. Dans la communication en ligne, on va donc être amené à visiter mentalement ce que nous vivons, ce que nous ressentons actuellement dans une relation physique. Deuxièmement, la relation en ligne n'est pas simplement cette relation simulée. Parce que dans la communication en ligne, on rencontre des éléments que l'on ne rencontre pas dans la communication physique. Par exemple, le regard est un regard de biais, avec un décalage entre l'image filmée et l'image regardée. La voix passe par un filtre numérique. Ou encore, nous avons des coupures ou des arrêts sur image qui n'existent évidemment pas dans les échanges physiques. Aussi, non seulement le cerveau doit simuler des éléments en leur absence, mais il doit également inventer de nouvelles représentations compte tenu des propriétés mêmes de la technique, de la technologie. Il s'agit donc d'une internalisation des spécificités de la communication en ligne. Comme vous le voyez, on est obligé de faire un effort cognitif supplémentaire dans les échanges en ligne pour simuler et internaliser, ce qui peut entraîner une fatigue mentale. Lorsque cette internalisation, simulation devient automatique, la dépense énergétique est moindre et donc la fatigue mentale également. L'épreuve de la fatigue dans la communication en ligne semble donc inévitable, au moins à ses débuts. Et donc tout ce que je suis en train de dire, ça vaut également pour YouTube. Je devrais être également fatigué à faire des vidéos. Dans tous les cas, je n'y suis absolument pas sujet. Ils ont l'air confortables, ces gants. Voilà, chers cyborgs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et pouce bleu, et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.